Depuis quelques années, les ventes de l'iPad stagnent et pour relancer la machine, Apple nous livre une version immense de sa tablette en l'affublant du suffixe Pro. Mais l'iPad Pro peut-il remplacer un ordinateur dans un environnement professionnel? La tablette peut-elle vraiment servir à autre chose qu'à consommer du contenu? Apple a-t-il vu trop grand avec cette tapette à souris géante? Mais pour qui est donc vraiment fait l'iPad Pro? Beaucoup de questions et plein de réponses dans ce test. Bonjour à tous et bienvenue dans ce test complet de l'iPad Pro. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà vu mon unboxing que j'ai fait sur cette chaîne, mais j'ai tenu à attendre d'avoir le Pencil et un clavier compatible afin de vous faire un vrai test complet. Ça fait maintenant plus de 3 semaines que je travaille sur l'iPad Pro, j'ai même écrit une partie du test dessus, donc c'est vraiment un avis d'utilisateur au quotidien. Je vais pouvoir vous livrer mes conclusions. La question que tout le monde se pose, et je suis sûr que vous vous la posez aussi, c'est est-ce que cette tablette géante peut remplacer un ordinateur portable? Eh bien, je vais vous livrer ma conclusion tout de suite, et ça sera le test le plus court de la chaîne Nowtech TV. Non, un iPad Pro ne peut pas remplacer un ordinateur portable. Mais j'ajouterai la chose suivante. La question n'est pas tant de savoir si cette tablette peut remplacer un ordinateur portable. La vraie question, c'est est-ce que tout le monde a encore besoin d'un ordinateur pour travailler? Mais pour en arriver là, bien sûr, il y a tout un cheminement à faire. Donc on va tester un peu le bestiau et je pense que petit à petit, vous allez voir où je veux en venir. Commençons tout de suite par l'exercice imposé du design et des spécifications de l'iPad Pro. Donc cet iPad Pro est en fait une version géante de l'iPad Air 2. Il mesure 220,6 mm de largeur, 305,7 mm de hauteur, avec une épaisseur de 6,9. En fait, globalement, c'est un peu la taille d'une BD et c'est très fin. C'est d'ailleurs la première chose qui surprend tous ceux qui l'ont eu en main, c'est son poids par rapport à sa taille. Il est aussi lourd que l'iPad 1 en étant 2 fois plus grand. En gros, vous aurez l'impression de tenir un gros magazine en main. D'ailleurs, je continue la comparaison avec un magazine. Certains lui reprochent d'être trop lourd pour pouvoir le tenir d'une main en l'air. Est-ce que vous tenez vraiment un magazine que vous feuilletez à bout de bras? Non, généralement, vous le reposez sur quelque chose. C'est un peu pareil avec l'iPad Pro. L'écran Retina de 12,9 pouces est très impressionnant puisque c'est presque la taille d'une vraie feuille A4. Et globalement, c'est 2 iPads mis côte à côte en termes de visualisation. Il offre la même densité de pixels que l'iPad Air 2, mais cette fois la résolution est énorme puisque on a 2732 par 2048, ce qui est supérieur à un écran 13 pouces d'un MacBook Air par exemple. L'image qu'il délivre est vraiment magnifique et regarder une vidéo ou des photos sur cet iPad, c'est vraiment un délice. Il n'y a pas à dire, ils savent faire des beaux écrans chez Apple. Mais pour une fois, le son n'est pas en reste puisqu'on a enfin un son digne de cette taille d'image. Apple a équipé l'iPad Pro de 4 enceintes à chaque coin de l'appareil et chacune de ces enceintes dispose de leur propre caisson. Ça donne une puissance sonore qui est vraiment impressionnante et une plage de fréquence beaucoup plus large que le son des casseroles des autres iPads plus anciens. Le système est également assez futé puisqu'il détecte la position de l'iPad pour toujours s'assurer que les fréquences les plus élevées sortent par le haut de l'appareil et les fréquences plus graves par le bas de l'appareil. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous permettre d'écouter la différence de son entre un iPad Pro et mon iPad Air première génération. Toujours dans les choix de design, je passe très rapidement sur les caméras. À sa grande habitude, Apple recycle ses pièces de rechange de ses vieux modèles d'iPhone, puisqu'on retrouve en caméra de façade une pauvre résolution de 1,2 mégapixels, 8 mégapixels au dos pour l'iSight. Bref, c'est un petit peu un bond en arrière, mais franchement, les caméras sur un iPad, on s'en fout un petit peu. Prendre des photos avec un iPad, déjà on a l'air d'un pignolo, alors avec un iPad Pro, vous êtes un pignolo géant.
rang des nouveautés, on trouve bien sûr le nouveau Smart Connector. Donc c'est ce connecteur qu'on retrouve sur la tranche de l'iPad Pro qui va vous permettre d'alimenter les claviers compatibles. Peut-être d'ailleurs plus tard d'autres accessoires, on verra bien. Au niveau du Touch ID, là encore, Apple recycle. A priori, on a le même Touch ID que sur les iPad Air 2. C'est vrai que quand on vient de l'iPhone 6S et son Touch ID super rapide, ça fait bizarre de reperdre quelques fractions de seconde. Mais bon, sur un iPad, c'est largement tolérable. Au niveau design, coup de gueule quand même. Apple aurait pu sortir de sa zone de confort, remettre un petit peu en question ce qui fait la forme d'un iPad depuis pas mal d'années. Monsieur Ive, avec une forme aussi grande, aurait pu nous prévoir un pied derrière, comme l'a fait Microsoft avec sa Surface. Un aimant pour maintenir le Pencil, je ne comprends pas pourquoi c'est absent. Et peut-être un peu de fantaisie ou quelque chose de pratique, une caméra rotative pour pouvoir faire du FaceTime et puis photographier des documents derrière. Bref, un petit peu d'innovation sur le form factor. Et puis soyons francs, c'est une très grande dalle, très lumineuse, magnifique, mais elle n'a rien de pro tant qu'on ne lui a pas ajouté un clavier ou qu'on a le Pencil en main. Au niveau hardware, Apple ne s'est vraiment pas foutu de notre gueule pour l'iPad Pro. Le processeur A9 dernière génération dépote grave et les amateurs de jeux vidéo et d'applications graphiques auront sous le coude une puissance inégalée pour une tablette. Au niveau batterie, les ingénieurs d'Apple ont profité du très grand châssis de l'iPad Pro pour nous ajouter une énorme batterie de plus de 10 000 ampères-heure. Ce qui lui permet d'avoir une autonomie similaire à ses petits frères, ce qui est assez impressionnant quand on connaît la résolution et la taille de l'écran. D'après les premiers tests que je fais depuis 3 semaines, ce qu'annonce Apple en autonomie est vrai, à part quand vous poussez la luminosité de l'écran vraiment à fond pour regarder des vidéos pendant plusieurs heures, là il perd quand même un petit peu plus vite en batterie. Mais c'est un peu normal vu la taille de la dalle. Bref, pour résumer le design et le hardware, Apple nous offre ici un objet bien étrange, avec la puissance d'un ordinateur, mais avec la plus stricte forme d'une tablette. Sans connecteur externe, ni design particulier, à la différence, et je le répète, de la Surface de Microsoft, qui elle offre toutes les possibilités d'un vrai PC. Donc une conclusion hâtive serait de dire que l'iPad est un gros bâtard, pas vraiment PC et trop gros pour être une tablette. Mais si vous connaissez Apple depuis le temps, leurs produits, en fait, il faut vraiment les tester, les utiliser pour comprendre ce qu'ils ont vraiment voulu faire avec cet engin. Au niveau de l'OS, on se retrouve là aussi en terrain familier avec un iOS 9 pas vraiment adapté à la nouvelle taille. C'est vrai que les icônes flottent carrément, il y a un espace entre les icônes. On dit d'ailleurs que l'espace entre les icônes et il y a la même quantité de pixels que l'écran de l'iPhone 1. Donc un peu pour vous dire la résolution de cet écran. Mais c'est vrai que en tout cas quand on arrive sur l'écran, là ça flotte. Il y a beaucoup trop de vide. On pourrait mettre quasiment 2 fois plus d'icônes sur cet écran, ce qui serait bien d'ailleurs, ça permettrait de mettre beaucoup plus de choses sur son iPad. Mais Apple a fait le choix de ne pas du tout adapter iOS 9 à la tablette. Je pense que c'est pour que les gens y retrouvent leur petit, surtout s'ils restaurent un ancien iPad sur ce nouvel iPad. J'espère vraiment juste que Apple va nous offrir des options un petit peu au fur et à mesure des mises à jour pour un OS qui soit un peu plus adapté à la taille de cet iPad Pro. Parce que là, bonjour l'espace perdu. Par contre, au niveau des applications, elles prennent vraiment avantage de ce nouvel écran et du processeur qui va bien. Pour le multitasking et le split screen, alors on se retrouve dans 2 cas de figure. Soit vous avez la petite colonne sur la droite si l'application n'est pas optimisée pour le split screen, soit vous avez un vrai split screen ajustable qui vous permet en fait d'afficher grosso merdo 2 iPads côte-côte et vraiment de travailler avec 2 documents ouverts. Alors bien évidemment, ce n'est pas de la fenêtre flottante, on est limité à 2 applications ouvertes en même temps, mais honnêtement, ça suffit amplement à multiplier justement par 2 la productivité qu'on peut attendre d'un iPad. Les logiciels graphiques et les jeux vidéo tirent vraiment parti de ce processeur. Pour les jeux vidéo spécifiquement, la taille de l'écran sera parfaitement adaptée à certains jeux, peut-être moins à d'autres. C'est vrai que pour certains jeux d'action, l'écran est trop grand pour pouvoir manier les commandes. Il vous faudra certainement acheter un paddle Bluetooth pour ces jeux-là. Mais sinon, pour d'autres, franchement, d'avoir cette surface d'écran pour jouer, c'est vraiment super.
Bien évidemment, les applications qui profitent le plus de cette nouvelle taille d'écran sont certainement les flipboards et autres readers et titres de presse. L'expérience de lire sur une tablette n'a jamais été aussi agréable et la quantité d'articles affichés est vraiment impressionnante. Il en va de même pour les navigateurs et vous aurez enfin un affichage complet des sites permettant des consultations beaucoup plus rapides. Bien évidemment, toutes les applications de bureautique sont également optimisées, affichant ainsi plus d'éléments, et ce fameux double fenêtrage permet enfin de faire du traitement de texte en affichant un tableur ou encore de travailler sur son test sur Evernote tout en affichant son mind mapping préféré. Au niveau des accessoires, si vous ajoutez par exemple un clavier, j'ai ici le Logitech Create qui est compatible avec le Smart Connector, vous pourrez vraiment utiliser votre iPad comme un outil de bureautique puissant, puisqu'Apple a eu la bonne idée d'intégrer par exemple les raccourcis hérités du Mac. Vous pourrez par exemple faire du Shift Tab pour parcourir vos applications ou du Pomme C, Pomme V pour faire des copier-coller. Ce qui est très déconcertant par contre, surtout au début, si vous avez l'habitude de travailler sur un portable, c'est que vous allez chercher constamment votre trackpad et il faut faire un vrai exercice mental. Il faut se souvenir que les sélections se font à l'écran. L'absence de trackpad s'explique bien évidemment par le fait que, contrairement à une Surface de Microsoft, l'iPad Pro reste avant tout un iPad. Et sur iOS, il n'y a pas de système de curseur déporté comme il y a sur Windows. Pour être parfaitement honnête, on s'y fait plutôt. Au bout de 2-3 jours, on va moins chercher son trackpad, mais c'est indéniable que c'est moins confortable qu'un vrai ordinateur, puisqu'il faut toucher l'écran systématiquement pour sélectionner quelque chose. Si vous voulez plus de détails sur ce clavier Logitech et son fonctionnement avec l'iPad Pro, j'ai réalisé son test à part, vous le retrouverez ici ou dans le texte de l'émission. Pour rester dans les accessoires, là où l'iPad Pro donne vraiment sa pleine puissance comme outil de travail, c'est surtout, je trouve, quand vous lui ajoutez le Pencil Bluetooth d'Apple. La dalle est vraiment spécialement prévue pour détecter la différence entre vos doigts, votre main et le Pencil, ce qui fait que la détection de la paume est impeccable et vous pourrez super facilement prendre des notes en cours ou en réunion avec votre application favorite. Il y a très peu ou pas de latence avec le Pencil, bon il y en a quand même un petit peu, mais franchement, pour moi, c'est la meilleure expérience de prise de notes numérique que j'ai eue jusqu'ici. Alors, je vais être tout à fait honnête, je n'ai pas encore pu essayer la Surface Pro 4 de Microsoft, ni d'ailleurs la Surface Book, mais j'ai quand même le souvenir de mes tests avec le stylet de la Surface Pro 3, que je juge, enfin l'expérience d'écrire dessus, je la trouve un petit peu inférieure de ce que j'ai pu constater avec le Pencil d'Apple. Apple, à sa grande habitude en design, a conçu un objet extrêmement simple, mais beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Il y a un souci du détail. Alors, on a parlé notamment du poids de l'objet, avec effectivement quelque chose qui l'empêche de rouler sur une table et de tomber. La pointe a été extrêmement bien étudiée pour être à la fois glissante, mais pas trop. Le système de recharge, on y reviendra, mais c'est pas si bête que ça de pouvoir recharger directement sur son iPad et pas devoir brancher sur une prise secteur. Bref, ils ont enlevé toutes les fioritures qu'on peut avoir sur des stylus plus professionnels, et je pense notamment au stylus des tablettes Wacom, pour en faire un objet bête comme un crayon, bête dans le bon sens du terme, c'est-à-dire très facile à utiliser. En tout cas, le point de contact entre la mine et votre trait est vraiment minimum, ce qui vous permet vraiment de vous passer d'un système de visée, comme on peut retrouver un petit peu, par exemple, sur les surfaces de Microsoft, où on voit une petite mire qui s'affiche à l'endroit où le stylo va dessiner ou écrire. Là, il n'y a pas ce genre d'artifice. Vous contrôlez très bien l'épaisseur de votre trait avec la pression. Par contre, j'ai trouvé qu'il faut quand même y aller assez fort pour faire un gros trait. Et honnêtement, c'est pas ce que j'ai envie de faire avec l'écran d'un iPad tout neuf. Le Pencil détecte également l'inclinaison et ça va vous permettre de l'utiliser comme une craie ou comme un pinceau pour faire des remplissages ou voilà, dessiner d'une manière un petit peu plus artistique. Bref, une approche extrêmement intuitive de l'écriture et du dessin numérique. Un gros manque pourtant, que je m'explique mal, c'est ce manque de gomme pour effacer. L'emplacement est hélas pris par le connecteur de rechargement Lightning. Franchement, dessiner ou retoucher des photos avec le Pencil est vraiment super simple. Le contact avec l'écran est dur, mais pas trop glissant, à la différence notamment de mes souvenirs de la Surface Pro 3, que j'avais trouvé assez glissant.
L'absence de boutons de fonction va manquer certainement aux graphistes qui sont habitués au perfectionnement des stylets pro, mais ça a le mérite de faire vraiment disparaître l'outil au profit du dessin et on chope le coup vraiment hyper vite. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis vraiment pas un as en dessin, mais j'avoue justement que ce pencil me donne vraiment envie d'en faire plus, ce qui n'était pas tout à fait le cas des stylets que j'ai testés précédemment. Là, j'ai vraiment envie de faire des dessins avec ce stylet-là. Bref, vous l'aurez compris, je suis super enthousiaste sur le pencil d'Apple. Je suis super content qu'Apple se décide enfin à faire un stylet. Et oui, parce que c'est un stylet, vous avez beau l'appeler pencil, Apple, ça reste un stylet. Si vous voulez en savoir plus justement sur le pencil, sachez là aussi que j'ai fait une vidéo spécifique. Vous le retrouverez sur la chaîne ou dans les commentaires de l'émission. Et je le précise parce que c'est important de le dire, ce pencil n'est absolument pas indispensable à l'usage de l'iPad Pro. Ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin de faire sur un iPad Pro. Si vous aimez dessiner ou que vous voulez prendre des notes sur votre tablette, c'est vraiment... Et je dirais même un device plus important que le clavier, si vous voulez faire du dessin et de la prise de notes. Après, si vous êtes plutôt à tendance traitement de texte et que finalement vous ne gribouillez jamais rien et vous n'aimez pas prendre des notes manuelles, ce pencil ne vous servira à rien. Vous commencez à le comprendre à travers ce test, l'iPad Pro n'a pas du tout été conçu pour remplacer un PC portable, mais vraiment pour être un iPad sous testostérone. Mais ça reste fondamentalement un iPad, c'est-à-dire les mêmes limitations. On ne peut pas brancher un disque dur, un périphérique extérieur. Les apps sont des apps mobiles, ce sont des applications les mêmes que sur l'iPhone. Pas de gestion du type fichier, dossier comme sur un ordinateur. Tout est en enregistrement automatique. Pas question d'installer une version de votre logiciel préféré, une version desktop de Photoshop par exemple. Et c'est pour ça que je le redis haut et fort, l'iPad Pro est un animal complètement différent de la Surface de Microsoft. La Surface de Microsoft est un véritable ordinateur portable avec une possibilité de tablette. L'iPad Pro, quant à lui, est une très grande tablette auquel on peut ajouter un clavier pour faire de la saisie. Mais c'est pour ça qu'on revient à la question initiale et qu'il faut se poser avant l'achat d'un iPad Pro. En fait, la vraie question, c'est est-ce que tout le monde a besoin d'un ordinateur de nos jours pour travailler? Alors, je pense que vous qui regardez cette vidéo, qui regardez Nowtech TV, vous êtes féru de tech, vous travaillez peut-être dans les domaines de la technologie ou du graphisme ou du montage vidéo. Bien évidemment que vous aurez toujours besoin de la puissance d'un vrai ordinateur. Vous êtes très familier avec le système des fichiers et dossiers et c'est justement quand on vous l'enlève que vous êtes déstabilisé. Mais c'est peut-être un petit peu moins vrai pour une grande majorité de personnes. Ces personnes qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise avec l'informatique que vous, qui ont toujours peur que leur ordinateur va manger leurs fichiers avec une poubelle vorace la nuit, qui bouffe leurs fichiers, qui sont toujours un petit peu déstabilisés et qui cherchent une informatique plus simple. Et c'est donc, à mon avis, cette première catégorie de personnes qui peut être intéressée par l'iPad Pro, ces gens justement qui cherchent une informatique simple, qui va droit au but, qui leur permet de faire leurs documents Word, leur présentation Keynote, qui permet d'obtenir les résultats de l'informatique sans passer par l'informatique. L'approche qu'a iOS, donc avec ses iPhones jusqu'aux grandes tablettes, qui vous prend par la main, qui vous enregistre tout seul les documents, qui vous planque toute la notion de fichier dossier, conviendra certainement à ces personnes. Vous vous dites peut-être que ces personnes n'existent pas, réfléchissez un petit peu autour de vous, à des collègues, vos parents, il y a des gens qui sont beaucoup moins à l'aise que vous avec l'informatique. Ce raisonnement serait parfait si l'iPad Pro ne valait pas aussi cher. Je n'ai pas l'impression que ces gens qui cherchent une informatique plus simple soient prêts à dépenser plus de 1000 € pour s'équiper d'un iPad Pro. Là, le pari d'Apple est peut-être un petit peu dangereux. Je ne doute pas que dès l'année prochaine, on aura des iPad Pro peut-être un petit peu plus petits à des prix un tout petit peu plus compétitifs. Ça restera de l'Apple, ça sera toujours très cher, mais certainement un petit peu plus abordable. Un deuxième type de consommateur qui risque d'être intéressé par l'iPad Pro, ce sont les gens qui sont déjà des power users de l'iPad, des gens qui utilisent depuis déjà bien longtemps leur iPad au-delà du jeu vidéo ou de regarder des séries sur Netflix et qui l'utilisent comme un vrai outil de travail et de production. C'est mon cas. Moi, l'iPad, depuis plusieurs années, c'est vraiment un complément
important à mon informatique. J'ai un ordinateur pour faire le montage vidéo et certaines choses, mais pour tout ce qui est réunion, organisation, administratif, faire des croquis, j'utilise depuis longtemps un iPad avec des stylets. Vous l'avez déjà vu sur cette chaîne. Donc, je suis ravi de la sortie de cet iPad Pro. Je l'ai appelé depuis plusieurs années. J'espérais qu'il existait un jour avec un vrai stylet dédié. Et voilà, moi, ça ne me dérange pas d'avoir un iPad aussi grand à glisser dans mon cartable pour partir en mobilité parce que c'est mon calepin numérique et je suis prêt à dépenser ce prix-là parce que c'est une pierre fondamentale de mon édifice de travail. Mais je suis conscient que des gens comme moi sont peut-être une toute petite fraction de consommateurs de l'iPad. Je sais que pour ma part, à choisir entre une Surface et un iPad Pro, je préfère vraiment l'iPad qui est vraiment une tablette et qui revendique d'être une tablette avec toutes les fonctionnalités que j'aime dans les iPads, plutôt que d'avoir un ordinateur portable qui serait redondant déjà avec mon ordinateur de travail. Une troisième catégorie qui est susceptible d'être intéressée par l'iPad Pro sont bien sûr les dessinateurs, les graphistes, les photographes pour faire de la retouche photo et qui verront peut-être dans l'iPad Pro une version plus versatile que leur grosse tablette Wacom. Je pense notamment à la Cintiq qui est aussi une tablette très connue chez les illustrateurs. C'est vrai que l'iPad Pro est moins puissant qu'une Cintiq, il permet de faire moins de choses, mais par contre, il va permettre de faire d'autres choses, voilà, de faire sa compta, de jouer à des jeux. Donc c'est un outil plus versatile probablement qu'une tablette dédiée uniquement à une tâche. En plus, son approche très intuitive avec un pencil très simple, sans bouton, pour un illustrateur, ça ne remplacera pas sa tablette graphique pour la finalisation d'un dessin, mais peut-être que ça peut devenir son carnet de crowbar pour faire des croquis en réunion, pour faire des esquisses, et ensuite, après, exporter le fichier pour l'utiliser sur son vrai logiciel, sur Photoshop, sur son ordinateur, pour finaliser la couleur ou ce genre de choses. Certains verront peut-être la complémentarité de ce type d'outil comme une grande page de dessin pour faire des esquisses et des croquis. Pareil, un photographe pourra commencer à faire ses retouches ou inscrire un certain nombre de choses sur sa tablette et repasser ensuite sur son ordinateur avec son vrai Photoshop pour finaliser le travail. C'est là où je trouve que l'iPad Pro, que ça soit dans la prise de notes au niveau professionnel, que ça soit dans le travail graphique, est un excellent cahier. C'est là où on va écrire des brouillons, on va écrire ses pensées, on va être dans le moment où on commence à penser à un travail, commence à le concrétiser. C'est pas forcément un outil de finalisation du travail. Alors bien sûr, il existe d'autres catégories de personnes qui seront peut-être intéressées par l'iPad Pro, en passant par le fanboy absolu qui achèterait même un Neutron s'il y avait une pomme dessus, aux fans de séries et de films qui est fortuné et qui veut une super tablette pour pouvoir regarder ses émissions dans les meilleures conditions possibles avec des enceintes pas mal pour un objet comme ça. Mais il reste que l'iPad Pro est à mon avis un produit de niche. Je ne veux pas présager de l'avenir, je n'ai pas les chiffres de vente de l'iPad Pro, mais j'ai de grands doutes quant à la capacité d'Apple de redresser la barre au niveau de la vente des iPads avec cet objet-là. Mais c'est peut-être le premier d'une génération, une petite séparation entre l'iPad qui permet de consommer du contenu et un iPad peut-être plus productif sans devenir complètement un outil de finalisation comme le serait un ordinateur. On arrive à la fin de ce test. J'espère justement que mon délai de 2-3 semaines où j'ai vraiment utilisé l'iPad vous permet d'y voir peut-être un petit peu plus clair sur cet objet pour savoir si c'est un objet qui vous convient ou qui ne vous intéresse pas du tout. Je dirais que plus encore que les autres iPads, l'iPad Pro, vous devez l'utiliser. C'est dommage qu'Apple ne fasse pas des prêts. Vous devez l'utiliser pour voir toutes les qualités qu'il a et aussi ses gros défauts parce que c'est un objet avec des compromis, un peu comme les grands iPhones. C'est chouette, mais c'est grand, ça, on a du mal à les mettre dans une poche. Là, l'iPad Pro, c'est quand même un grand objet qui ne conviendra pas à tout le monde. Pour résumer, je pense qu'Apple n'a absolument pas sorti l'iPad Pro pour les geeks, pour les power users de l'informatique, mais vraiment pour des personnes fortunés qui recherchent une informatique plus simple, plus consultative, sans se prendre la tête avec des notions informatiques qui leur ont toujours semblé plus ou moins obscures. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de l'iPad Pro, mais ne confondez pas les pouces up et les pouces down, c'est pas pour donner votre avis sur l'iPad Pro, c'est uniquement pour donner l'avis sur la vidéo. Donc même si vous détestez l'iPad Pro, mais que vous avez aimé ma vidéo, pensez au pouce up. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et rendez-vous dans une prochaine vidéo Nowtech TV.
Mais j'ajouterai la chose suivante. Peut-être que vous ne vous posez... Elle est compliquée. Mais j'ajouterai la chose suivante. Peut-être que vous ne vous posez pas la bonne question. Chose suivante. Ce n'est peut-être pas là la question. La question n'est pas est-ce que c'est... Putain! Elle est compliquée. Je vais essayer de me la... Avec l'iPad Pro, on a vraiment l'air d'un pignolo géant. Il faut quand même qu'on voit ça. Ouais. Parce que, tu sais, il sera... Ah, tu la prends à l'envers, c'est normal que tu aies l'air d'un pignolo. Ah, les geeks. Ah, les geeks. Vous me faites chier parfois. À tout critiquer, à tout pinailler. À chercher la petite bête. À la... Paul, d'iPad, bah, bon. Et bim! Allez, on est bon.